Effectivement, je vais parler ce soir de la théorie, j'ai appelé ça dans le titre théorie de l'art de bâtir au champ, on pourrait dire plus simplement de la théorie de l'architecture rurale. Alors, une des raisons, comme vient de l'évoquer Mireille Gruber, c'est que l'architecture rurale est effectivement assez difficile à cerner. Et elle est assez difficile à cerner parce que dès qu'on s'intéresse à un certain type de bâtiment, en particulier pour la période dont je vais parler, on n'est jamais certain en réalité qu'on a bien repéré les édifices construits effectivement sur un territoire qui se rapportent au thème qui nous intéresse. Et à chaque fois qu'on entreprend des travaux sur des corpus de bâtiments réalisés, je l'ai fait à plusieurs reprises, on cherche, au fond, on s'appuie sur les enquêtes de l'inventaire, on peut aussi investiguer un territoire, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des bâtiments qui sont des bâtiments importants, qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas repérés, ne serait-ce que parce qu'ils sont à l'intérieur d'un domaine qui est clôturé, ou bien simplement qu'ils sont à l'écart des routes et que le hasard a fait qu'on n'est pas rentré dans ce chemin ou dans cette voie pour retrouver l'édifice. Alors en revanche, c'est vrai que le domaine dont je vais parler aujourd'hui, lui en revanche, est un domaine beaucoup plus facile à cerner. Alors je ne dis pas non plus que ces ouvrages se trouvent immédiatement, mais disons qu'on peut prétendre à un certain point maîtriser complètement ce qui a été produit. Alors c'est pas la raison principale, évidemment, de mon intérêt pour ce domaine. La raison de mon intérêt pour ce domaine, c'est d'abord que je travaille essentiellement sur cette question de la théorie d'architecture et du livre d'architecture, et que j'ai abordé par conséquent le domaine des architectures agricoles, des édifices ruraux, par ce biais, sous cet angle. Alors de ce point de vue, la théorie de l'architecture rurale concerne un domaine du bâti qui est un domaine, on pourrait dire, majoritaire. Mireille Gruber l'a évoqué, c'est-à-dire qu'à l'époque dont je vais parler, en tout cas à partir du début du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, en France, le citoyen majoritaire est un paysan. Et par ailleurs, les édifices sont essentiellement des édifices qui se trouvent à la campagne. Comme vous le savez, le basculement de la population française vers les villes, c'est-à-dire le moment où il y a plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes, intervient dans les années 30 et se marque vraiment de manière forte après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est un domaine du bâti qui est très majoritaire, mais d'un autre côté, du point de vue de la théorie de l'architecture, on peut dire que la théorie de l'architecture rurale est un peu aux frontières de la théorie de l'architecture. Elle est aux frontières, elle n'occupe pas le centre de la théorie de l'architecture, mais on peut prendre, c'est ce que je vais faire, ce terme de frontière au sens un peu de la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire au fond comme un domaine d'expansion, l'endroit vers lequel la théorie se déplace. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Le terrain de la théorie de l'architecture rurale permet de comprendre, permet d'illustrer des grands phénomènes qui marquent la période contemporaine, et en particulier le XIXe siècle, des grands phénomènes qui transforment le champ de l'architecture en général et qui se marquent plus précisément sur ce terrain particulier. Alors on pourrait en citer quelques-uns. Le premier, qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est une forme de démocratisation de l'accès à l'architecture. À partir de la Révolution française, alors on pourrait trouver, bien entendu, rien ne commence précisément à un instant bien identifiable, mais la Révolution française joue un rôle d'accélérateur très important de ce point de vue. Avec la Révolution française, on assiste à une démocratisation de l'architecture, de l'accès à l'architecture. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on a d'une part des classes de plus en plus nombreuses qui vont faire bâtir en faisant appel à un architecte. D'autre part, on a des architectes qui vont se préoccuper de programmes dont ils ne s'occupaient guère au préalable. Et cette démocratisation de l'accès à l'architecture, alors bien sûr, il faudrait définir ce qu'on entend par architecte à cette époque, qui ne peut pas être la même chose qu'aujourd'hui, mais néanmoins,
hein, on voit à ce moment-là de nouvelles classes de propriétaires se développer et faire appel à des concepteurs pour réaliser leurs édifices, des concepteurs qui revendiquent le statut d'architecte. Ce mouvement est notamment fortement encouragé par quelque chose qui est bien connu, hein, qui est la confiscation et la vente des biens nationaux. Confiscation et vente des biens nationaux qui entraînent une grande rotation parmi les propriétaires fonciers en général et ruraux en particulier, et qui amène si on peut simplifier, des bourgeois d'origine plutôt urbaine à se rendre propriétaires de domaines agricoles. On place son argent dans les fermes et ça concerne tout le monde. Ça concerne par exemple le grand sculpteur à la mode sous l'Empire, François-Frédéric Lemot, qui achète des fermes en Loire-Atlantique sur les terres des guerres de Vendée. Ça concerne l'architecte Napoléon, Pierre Fontaine, qui, lorsqu'il fait l'état de sa fortune à la fin de sa vie, possède 4 fermes qui sont des placements. Donc au fond, rappelons-nous qu'à la période dont on parle, les fortunes les plus modernes, celles des négociants des grands ports, comme Marseille par exemple, sont constituées seulement à 50% de biens mobiliers. Et ça veut dire que toutes les fortunes sont constituées à 50% ou plus de biens immobiliers. Donc la très grande majorité de l'argent placé est placé dans l'immobilier, et donc beaucoup dans l'immobilier rural et dans l'immobilier agricole. Donc cette notion de démocratisation, évidemment, est très importante, on va la voir à l'œuvre. Un deuxième point qui est très marquant pour cette période, là aussi, ça concerne notre domaine, mais pas seulement, c'est la question des progrès techniques. On a une période qui est marquée par le développement d'une approche nouvelle des sciences et des techniques. Le siècle des Lumières est très important pour cela, mais la Révolution française l'accélère dans bien des domaines. L'école polytechnique est créée par ces fameux savants, souvent très proches des milieux jacobins, qui vont porter véritablement la science et les progrès technologiques au cœur des ambitions de la nation. Donc on a là, si vous voulez, véritablement un moteur qui se met en place et qui concerne en particulier la rentabilisation du monde agricole. Alors on connaît évidemment Chaptal et la chaptalisation, on connaît toutes les recherches qui sont entreprises à cette époque sur les engrais, mais il y a aussi évidemment tout un travail sur l'amélioration des espèces animales, et ça concerne l'architecture rurale, puisqu'il s'agit de penser des édifices qui soient véritablement adaptés à leurs fonctions. Le troisième point, pour ne pas être trop long dans ce préambule, concerne le développement du livre, puisque je vais parler de théorie et que je vais montrer un certain nombre de livres. L'architecture française de cette époque, mais au fond la société française dans son entier, est transformée par une inflation très grande de l'imprimé sous différentes formes de revues, de périodiques donc, mais aussi d'ouvrages imprimés qui concernent de plus en plus toutes les catégories de la société, c'est-à-dire qu'on va trouver toujours des ouvrages prestigieux qui sont conçus pour rejoindre les bibliothèques aristocratiques ou les bibliothèques des amateurs ou des lettrés, mais on va aussi voir se développer de plus en plus d'ouvrages de vulgarisation, de collections de colportages qui sont vraiment des imprimés destinés à tous les publics, y compris au public rural et aux paysans. Alors oui, ces données-là sont des données qui sont vraiment déterminantes pour notre histoire. Et alors, bon, ça c'est une chose, mais l'autre chose, c'est les leçons particulières qu'on peut tirer de l'observation de cette architecture rurale du XIXe siècle et de la théorie qui la concerne. Il me semble que l'architecture rurale du XIXe siècle est un terrain privilégié d'abord pour bien observer comment la production de l'architecture est un domaine partagé, qui implique des acteurs différents, qui sont bien entendu, d'une part, évidemment, le propriétaire, commanditaire et l'architecte, le concepteur,
le bâtisseur et aussi d'une certaine manière les habitants, les usagers. Donc le domaine de l'architecture rurale, nous allons le voir, fait bien apparaître ces différents acteurs qui ont tendance du reste à se disputer un peu la théorie de l'architecture rurale. La théorie de l'architecture rurale apparaît vraiment comme un domaine partagé. Alors pourquoi est-ce que ça apparaît comme un domaine partagé? Ça apparaît comme un domaine partagé parce que c'est aux frontières de la théorie de l'architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas un domaine qui est un enjeu considérable pour l'académisme, ce n'est pas un domaine qui est un enjeu considérable pour les grands architectes, et donc c'est un domaine dans lequel, eh bien, soit des petits architectes, soit même dans certains cas des bâtisseurs ou rarement on le verra des paysans, mais enfin ça peut arriver, et surtout des propriétaires peuvent prendre pied et peuvent s'exprimer à cause de ce caractère marginal, ce caractère aux marges. On pourrait ajouter que ce caractère aux marges a un autre effet, c'est d'en faire un domaine d'expérimentation ouvert, c'est-à-dire que les interdits, presque les tabous qui touchent l'architecture officielle, qui se conçoit comme quelque chose de très respectueux de toute une doxa, de toute une série de canons architecturaux, eh bien ça n'existe pas dans le domaine de l'architecture rurale, où au contraire, chacun peut envisager d'expérimenter, de tenter des choses différentes. Alors, le dernier point, qui, à mon sens, correspond à toutes les différentes branches de la théorie de l'architecture, ou des différentes branches de l'architecture, c'est une façon spécifique d'illustrer justement la relation entre les grands domaines que traite l'architecture, entre les grands principes sur lesquels repose la théorie de l'architecture. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que la théorie de l'architecture a ses débuts, dans l'Italie de la Renaissance, si on parle du livre en tout cas, la théorie de l'architecture a ses débuts, a tendance à être une théorie complètement générale et englobante. C'est-à-dire on fait un livre, qui est un traité d'architecture, qui balaie toutes les questions, depuis le foie du sable jusqu'au détail de l'ornement, en passant par les principes d'organisation des édifices, etc. Et puis, au fil du temps, à mesure qu'on s'approche de l'époque contemporaine, on assiste à une spécialisation des ouvrages. C'est-à-dire, le mouvement général qui touche la théorie de l'architecture est un mouvement de spécialisation. À un moment donné, on voit apparaître des livres consacrés seulement aux ordres d'architecture, d'autres qui sont consacrés uniquement à l'architecture religieuse, d'autres à l'archéologie, voyez. Et puis, petit à petit, à mesure qu'on s'approche de la période contemporaine, on voit apparaître des ouvrages spécialement, depuis la Renaissance, spécialement consacrés à certains métiers les plus prestigieux, la coupe de la pierre, la charpente, un peu après la serrurerie. Mais très vite, on voit ensuite se multiplier des ouvrages par secteur. Et cette spécialisation par secteur, évidemment, sous-tend ce développement de la théorie de l'architecture rurale. Et donc, dans ces différents secteurs, on voit s'organiser différemment l'interrelation entre les principes, je l'ai dit, qui sont le socle de la théorie de l'architecture et qui sont trois. Je simplifie, mais enfin, on peut prendre cela comme base de discussion, qui sont l'usage, la fonction, à quoi sert le bâtiment, et donc comment il s'organise en fonction de cela. Le second élément, c'est la solidité, comment ça tient debout, comment ça résiste à la fois au temps et aux efforts physiques. Et le troisième, c'est la question de la beauté, de l'ornement, de la beauté, du paraître. Et ces trois dimensions, on le voit bien, vont prendre des importances différentes suivant que la théorie va être une théorie de la coupe des pierres, ou alors on a le sentiment tout de suite que la construction va être au centre, que c'est une théorie plutôt de la distribution, comme dans l'architecture domestique, ou alors on comprend que c'est l'usage qui est au centre du propos, ou une théorie de l'ornement, ou même des ordres d'architecture, où on comprend que c'est la beauté qui est au cœur du propos. Et dans le domaine de l'architecture rurale, donc on va voir comment ces trois principes se redistribuent et comment s'organise la discussion autour de ces principes. Alors,
la théorie d'architecture rurale existe encore aujourd'hui d'une certaine façon, ça j'en parlerai pas. Je parlerai même pas de manière développée de ce qui se passe donc après la Première Guerre mondiale. Simplement, en commençant, je souhaitais rappeler que c'est un domaine qui est très actif encore jusque dans les années 40-50, ou peut-être malheureusement, mais c'est une autre histoire, l'architecture rurale échappe aux architectes, avec l'industrialisation des constructions agricoles. Ça, je pense que Hervé Cividino en parlera dans son intervention. Mais on a donc encore, au XXe siècle, toute une série de publications. Ici, j'ai choisi des revues emblématiques. La plus emblématique, peut-être, c'est celle qui est à gauche, le numéro de La Ferme, publié en 1942 dans une étrange association entre les visions pour le monde rural de Le Corbusier et la politique pétiniste qui prône la terre comme un modèle. C'est un numéro de revue vraiment très intéressant et exceptionnel. Et cette présence qui suscite des numéros spéciaux de revue continue principalement jusque dans les années 40-50. Alors, dans la reconstruction, on a quelques exemples très célèbres, mais peu nombreux en réalité, d'architecture vraiment moderne, comme la fameuse ferme du Bosquel qu'on voit ici. Et les architectes, quelques-uns, continuent de s'intéresser à ces choses. Et j'ai choisi un exemple pour commencer et pour en finir avec le XXe siècle dont je ne traiterai pas aujourd'hui, qui est la construction de ce clapier corbuséen qu'on voit ici, par l'architecte André Bruyère, un architecte provocateur, bien connu pour ses saillies et pour un certain nombre d'ouvrages un peu provocateurs, qui va établir ici un parallèle entre le clapier et au fond le logement des hommes, en l'occurrence ici le sanatorium. Donc son clapier, construit dans la maison post-cure de Fleury-Mérogis, c'est considéré un petit peu comme une métaphore, comme analogue au sanatorium, et il explique le problème posé est de faire vivre les lapins selon les conditions optimales de lumière, d'air, d'orientation, de protection des intempéries, d'économie dans la construction et le service. Sanatorium, non loin du clapier, un sanatorium va être construit et le clapier se trouve naturellement être la maquette du sanat. Il n'est respectivement question que d'échelle et d'aménagement secondaire. Conclusion, une fois de plus, nous sommes incités à admettre l'identité des besoins premiers d'un lapin et d'un homme, sous un même climat, à construire pour eux selon les disciplines d'une même architecture. Post-scriptum, comment admettre les rigueurs de l'architecture dite régionale qui différencie plus la maison du breton de celle du provençal que le clapier du sanatorium? Alors, si j'ai mis cette citation au début, c'est pas seulement pour son côté provocateur ou amusant, c'est parce qu'elle renvoie à un certain nombre de thématiques qui sont très importantes concernant l'architecture rurale, qui est premièrement cette forme d'association entre le logement des hommes et le logement des animaux. Et pensée par des architectes qui, je dirais, ne sont ni des paysans ni des animaux, l'assimilation entre le paysan et l'animal a tendance à se faire, et elle ne se fait pas, je dirais, nécessairement au détriment d'une forme d'humanité, parce que c'est plutôt une certaine humanisation des conditions de vie de l'animal qui est projetée dans cette affaire, avec en tout cas cette question qui est sous-jacente et qui est intéressante, que le domaine de l'architecture rurale apparaît comme un terrain d'expérimentation sinon pour le logement social, mais oui, en partie pour le logement social, mais aussi pour une réflexion rationnelle sur la meilleure manière de loger des gens dans des conditions économiques. Et donc cela intervient, au fond, cette réflexion intervient plutôt dans le domaine de l'architecture rurale qu'elle n'intervient vraiment dans le domaine de l'architecture urbaine. Puis l'autre point qui est intéressant dans cette citation, c'est ce qu'a dit, ça renvoie à ce qu'a dit Mireille Gruber en commençant, c'est-à-dire la notion de régionalisme et cette opposition qu'il va y avoir tout le temps dans l'architecture rurale entre d'un côté les caractères régionaux, les caractères locaux, et d'un autre côté une pensée qui se veut universelle, qui se veut nationale, lorsqu'elle vient au fond des théoriciens de l'architecture parisiens. Alors,
pour revenir plutôt à la période que j'ai choisi de traiter aujourd'hui et pour raccrocher les choses, cet autre ouvrage de François Cointreau, j'en dirai deux mots, qui est le seul théoricien et auteur sur l'architecture rurale qui soit vraiment issu du monde rural et qui soit vraiment, c'était sa revendication, le seul architecte issu de la classe laborieuse, qui publie beaucoup d'ouvrages, un très grand nombre d'ouvrages d'assez petites dimensions, mais un très grand nombre. Et vous voyez ici comme il fait un genre de parallèle aussi entre les animaux et les hommes. À propos des faisans, donc, il a conçu ce bâtiment qui comprend, vous le voyez, un corridor circulaire qui permet aux faisans de prendre de l'exercice. L'idée étant qu'un faisan heureux est un faisan fructueux, et que l'élevage des faisans se trouvera d'autant mieux fonctionner que les faisans y trouveront du bonheur dans leur habitat. Les animaux comme les hommes, écrit Cointreau, doivent jouir de toutes les aisances dont leurs logements sont susceptibles. Il faut donc procurer aux faisanderies des abris de toutes sortes, où les plus délicats puissent se retirer par instinct, tandis que les plus vigoureux se placeront s'ils le veulent au soleil, au vent, à toute intempérie, en un mot où il leur plaira. Alors on peut ajouter cette affirmation, cette forte affirmation du comte de l'Astérie dans le traité des constructions rurales de 1802. J'ai remarqué que plus un peuple est libre, mieux il traite les animaux, pour au fond terminer de donner un peu cet arrière-plan qui conjugue une idée de progrès, très nettement. Donc au fond, tout ce qu'on va voir aujourd'hui est très lié à l'idée de progrès, d'un progrès qui passe par une prise en compte des besoins, une forme de rationalisation et une certaine humanisation des architectures. Alors, bon, avant cela, on peut faire un petit retour en arrière dans le XVIIIe siècle et rappeler un intérêt pour l'architecture rurale qui est d'abord un intérêt qu'on pourrait qualifier d'un intérêt factice ou d'un intérêt d'opérette, mais ce serait probablement limitatif parce que à l'arrière-plan de ce qu'on va voir, il y a un mouvement général en faveur de la campagne. Bon, tout le monde connaît les prises de position de Jean-Jacques Rousseau en faveur de la nature, de la relation au monde rural plutôt que de la relation au monde urbain. Donc cette idée d'un rousseauisme anti-urbain qui s'intéresse au fond à l'homme primitif, au bon sauvage, mais qui s'intéresse aussi à l'habitation idéale du bon sauvage, qui pourrait être une cabane, qui pourrait être donc une chaumière. Et cette idée rejoint deux mouvements. L'un dans le domaine économique, je vais pas le développer, mais dans le domaine économique, c'est la physiocratie, et les physiocrates qui pensent que toute richesse, la vraie richesse des nations vient toujours du surplus agricole. D'ailleurs, c'est une idée qui économiquement est pas dénuée de tout fondement, mais les physiocrates accordent une grande importance au renouveau du monde agricole, comme véritablement fondateur d'un renouveau de l'économie, et ça va conduire un certain nombre d'aristocrates à investir au XVIIIe siècle, comme on le faisait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'une façon qui est souvent plus expérimentale que véritablement industrielle dans le XVIIIe siècle français, mais en tout cas à s'investir dans le monde rural. L'autre aspect, c'est cette mode rurale des bergères, des bergers, des chaumières, etc., auquel se complaît l'aristocratie de la fin de l'Ancien Régime. Alors, vous voyez ici, j'ai choisi un seul exemple de chaumière qui est construite donc en pan de bois, avec sa couverture en chaume, qui accueille une salle de jeu au centre. On ne sait pas à quel jeu on jouait dans cette salle de jeu, mais en tout cas certainement pas à un jeu très rural. On était ici dans ce croisement, dans cette conjugaison des caprices de l'aristocratie d'Ancien Régime et de l'intérêt pour le monde rural, qui n'est pas un intérêt donc uniquement factice, qui est aussi un intérêt sincère et qui n'est pas dénué non plus de valeur pour ce qui concerne le regard sur les architectures rurales de cette époque, puisque pour dessiner au fond ces fausses chaumières, les architectes et les peintres vont étudier les vraies chaumières, des gens comme Hubert Robert, mais ici donc Pierre Penseron, qui est un architecte, vont étudier les vraies chaumières ou les vrais bâtiments ruraux pour en construire de factices.
Alors, la question, l'aspect la mieux connu, la dimension la mieux connue de cette affaire, au point qu'elle est emblématique, c'est bien entendu le hameau que Marie-Antoinette se fait construire dans les jardins du Petit Trianon. Hein. On voit ici donc le plan d'ensemble avec le Petit Trianon qui se trouve ici, et puis donc le hameau pittoresque qu'on voit là. Donc, une représentation de l'époque. Hein. Et donc, cette idée générale, au fond, que le monde rural a quelque chose à la fois de charmant, de plus sincère, de plus authentique, hein, et va traverser, on va le voir, toute la période contemporaine, et on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que dans la théorie d'architecture contemporaine, l'idée de la cabane, l'idée de l'autoconstruction, des architectures sans architecte, etc., reste active, hein, comme une forme de mise en cause permanente d'une culture architecturale savante qui serait considérée comme trop sophistiquée, comme trop raffinée, comme trop urbaine. Et donc par conséquent, hein, on est bien là dans quelque chose qui a rapport avec le sentiment, avec l'esthétique, et qui, à ce titre, caractérise tout à fait l'homme contemporain. Alors, cette pratique, hein, de la ferme d'agrément, disons, appelons ça comme ça, eh bien, on va la trouver tout au cours du XIXe siècle. J'ai pris ici une image de la ferme dans le parc de Madame Delisle. En réalité, hein, on pourrait dire que ce modèle aristocratique du XVIIIe siècle va être approprié, hein, adapté par l'aristocratie, mais aussi par la grande bourgeoisie, par la bourgeoisie du XIXe, qui va vouloir se construire un certain nombre de bâtiments ruraux d'agrément. On y reviendra. Néanmoins, j'ai souhaité présenter cet aspect des choses et l'accompagner de deux citations. L'une, donc, Jacques-François Blondel, le grand professeur d'architecture du XVIIIe siècle, et l'autre, Julien Gadet, le grand professeur d'architecture autour de 1900, le maître d'Auguste Perret notamment, mais surtout le grand théoricien de l'architecture à l'école des Beaux-Arts. Alors qu'écrivait Jacques-François Blondel ? Il écrivait à propos de ce dont on parle: nous entendons par une architecture champêtre proprement dite, celle qui paraît relative à l'utilité de l'agriculture. Donc elle paraît relative, hein, elle n'est pas relative à l'utilité de l'agriculture, elle paraît relative. Par les différentes manières de sa composition, par la simplicité de son ordonnance, par ses ornements de sculpture symbolisés par les attributs de Flore, de Pomone et des autres divinités des forêts et des bois. Vous voyez qu'on est dans une idée d'architecture champêtre très aristocratique et qui est loin de la productivité et du productivisme agricole. Un peu plus d'un siècle plus tard, Gadet écrit « Il faut bannir ici toute prétention mièvre, tout hors-d'œuvre, tout enfantillage. Le Petit Trianon est un joli joujou, amusant dans son cadre et dans sa mise en scène aristocratique, ce n'est pas de l'architecture rurale. » Donc entre les deux, on a véritablement une chose qui a basculé. Hein, l'architecture rurale est devenue une forme d'architecture industrielle qui prétend répondre de manière efficiente et efficace aux besoins d'une productivité du monde agricole, et donc la critique, hein, de Gadet qu'on voit ici, qui semble se tourner directement, bon, d'une part vers le Petit Trianon qui est cité, mais aussi vers le point de vue des théoriciens du XVIIIe siècle. Alors, à l'extrême fin de l'Ancien Régime, l'architecture rurale devient en France un thème qui peut apparaître dans l'architecture et dans les livres d'architecture. De manière marginale, certes, mais plusieurs grands architectes vont placer dans leurs œuvres complètes des exemples de fermes qu'ils ont construites. Ça correspond à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, cette idée de grands propriétaires physiocrates qui vont réaliser des bâtiments agricoles d'une certaine ampleur. Ça correspond aussi à un mouvement assez nouveau en France, puisque en Italie, dès le XVIe siècle, les villas palladiennes étaient dans une large mesure des maisons de maître, même si Palladio n'en publie pas les fermes dans son ouvrage, et son principal continuateur et élève, hein, Vincenzo Scamozzi, publie dans son traité l'Idea dell'Architettura Universale en 1615 des descriptions d'édifices agricoles.
Donc cette chose est plus nouvelle en France, mais on la voit apparaître, comme ici chez Charles-François Viel, un des meilleurs constructeurs de l'époque, qui construit cette ferme de Marolles près de Poissy, chez Claude-Nicolas Ledoux, qui, dans son grand ouvrage « L'architecture considérée sous le rapport des arts, des mœurs et de la législation » en 1804, mais qui traite d'édifices plus anciens, puisque vous savez que Claude-Nicolas Ledoux était dans une retraite forcée à cause de son engagement trop étroit auprès des élites de l'Ancien Régime et notamment des fermiers généraux. Donc en 1804, il publie des projets qui sont souvent antérieurs à la Révolution, et parmi ces projets, eh bien, on trouve notamment cette ferme de la Roche-Bernard avec une bergerie qu'on voit à droite. Et quand on rentre dans le détail et qu'on s'approche de cela, eh bien, on voit que cette architecture, du reste, qui concorde du reste avec ce qu'on connaît de sa production d'architecte, par exemple aux Salines d'Arquesnan, est une architecture qui est peut-être rurale ou agricole et industrielle aussi dans une certaine mesure, mais qui fait référence essentiellement au palladianisme, à l'architecture classique antique et à l'architecture des villas palladiennes, donc une architecture très magnifique, puisque ce que vous voyez à gauche, c'est tout simplement les abris pour les moutons. Peut-être que vous devinez ici en bas les lignes qui correspondent à l'emplacement des moutons, à la façon de récolter dans des caniveaux, évidemment, les déjections des animaux, etc. Donc, Ledoux, comme à son habitude, produit une architecture très somptueuse qui, évidemment, augure mal de la rentabilité économique de telles constructions. Alors, c'est un mouvement qui est propre à cette fin de l'Ancien Régime, qu'on retrouve dans d'autres ouvrages, dont le plus magnifique, sans doute, est cet ouvrage publié à Leipzig par Johann August Hein, qui s'appelle « Traité des bâtiments propres à loger des animaux ». Publié en 1802, bien connu dès le XIXe siècle, des spécialistes d'architecture rurale qui le jugeront tout de suite beaucoup trop magnifique, qui jugeront beaucoup trop magnifiques les bâtiments présentés dans ce traité d'architecture rurale. Alors, vous voyez ici un exemple qui est donné d'une grande propriété qui comprend à la fois la résidence principale, un jardin à la mode avec ses petites fabriques, une colonie ici de travailleurs, avec un lotissement en plan circulaire, d'ailleurs qui rappelle d'autres projets beaucoup plus récents d'architecture rurale, notamment des kibbutz, qui sont dessinés sur des plans circulaires, comme ça, avec chacun sa maison et sa petite parcelle rayonnante. Et donc, on est typiquement dans un système d'exploitation du monde agricole où on a à la fois la demeure des propriétaires avec un jardin d'agrément, et puis ensuite toute une série d'édifices utilitaires et le logement des paysans, ici sous la forme d'une colonie, mais on est en Allemagne, et en Allemagne, ce principe des colonies agricoles était très développé au XVIIIe siècle. Alors les bâtiments dont il est question, on voit ici une écurie, une étable, avec, vous le voyez déjà, une architecture relativement somptueuse, qui c'est vrai fait penser à Ledoux, ou ici un autre exemple beaucoup plus ample, puisqu'il s'agit d'un bâtiment avec une grande cour bordée par un portique dorique sans base extrêmement ambitieux. Et donc on a ce contraste entre une architecture qui est proche de celle de Ledoux, qu'on peut qualifier de palladienne ou de néoclassique, et les toitures élevées qui sont dans la tradition de l'architecture allemande. Alors, d'autres planches du même ouvrage, ici, qui nous montrent des éléments d'une dimension tout à fait autre, une importance tout à fait autre, mais que j'ai voulu montrer parce que l'architecture rurale la théorie de l'architecture rurale comprend tout de suite, dès le début, la réflexion sur des petits bâtiments, sur des appareils, sur des dispositifs,
hein, qui sont une forme d'architecture un peu intermédiaire. Alors vous voyez ici le pigeonnier donc à gauche, hein, avec ce dessin très, très soigné d'un pigeonnier avec autant de petits perchoirs que d'entrées et de petits nichoirs. Et puis à droite, bien sûr, un rucher, les abeilles étant évidemment à cette époque considérées comme quelque chose de très important pour la production du sucre. Et donc ces petits éléments intermédiaires qui vont être présents toujours dans la théorie d'architecture rurale et qui concernent à la fois des très petits édifices ou des dispositifs d'aménagement, des stalles par exemple ou autres. Alors un dernier exemple rapidement qui nous parle de la même chose, c'est à savoir ces grands domaines on voit ici, le pavillon à la fois en plan et en élévation tout à fait palladien, donc avec ce modèle de l'architecture rurale de la Vénétie du XVIe siècle, et puis la cour des communs qui est disposée dans un axe de symétrie, presque comme une cour d'honneur ou une avant-cour. Alors ça dépend des cas, quelquefois on traverse d'abord cette cour avant d'accéder à la demeure, ça a l'air d'être le cas ici, et du coup l'architecture rurale apparaît presque comme la vitrine du domaine, la vitrine de la propriété. Alors c'est l'occasion de commenter ce terme qu'on emploie souvent, qui est celui de ferme modèle, pour insister sur le fait que dans les propriétés agricoles importantes, les propriétaires possèdent un grand nombre de fermes. C'est-à-dire que les grands propriétaires agricoles possèdent souvent 3, 4, 10, 20 fermes. Et donc, il y en a une qui s'en distingue, c'est celle qui est attachée à la résidence, celle qui est attachée au château, celle qui est attachée à la villa, celle qu'on montre, donc celle qu'on voit, et dont la vocation est beaucoup moins productive que les autres. Et c'est celle-là qui a vocation à être la ferme modèle. Donc certes, on va y pratiquer des expériences en termes agricoles, et donc elle sera modèle parce qu'elle sera expérimentale, mais elle sera modèle aussi parce qu'elle sera la vitrine d'une exploitation qui par ailleurs tire sa rentabilité d'un grand nombre d'autres fermes qu'elles on ne voit pas, et qu'on ne voit pas et qui sont beaucoup plus modestes souvent dans leur expression architecturale. Alors, la Révolution française change les choses, je l'ai dit, parce que d'abord elle va amener un grand mouvement dans la propriété foncière. Alors, ce n'est pas égal dans toutes les régions de la France. Certaines régions françaises sont des régions dans lesquelles déjà les paysans possèdent beaucoup de terres agricoles. Je pense au Béarn, par exemple, mais d'autres régions, par exemple sur les franges de la Bretagne, sur les marches de la Bretagne, quelquefois, le pourcentage des terres possédées par les paysans avant la Révolution française peut descendre à 6%. C'est-à-dire, au fond, ça veut dire que l'essentiel des terres appartient au clergé ou aux nobles. Donc évidemment, la suppression des corporations, la confiscation des biens des émigrés va mettre sur le marché, si on peut dire, d'immenses terrains. Et cette mise sur le marché d'immenses terrains amène des gens, des propriétaires nouveaux, à s'investir dans le monde rural. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai choisi cette image ici pour illustrer le fait que l'agriculture est vraiment présentée comme une valeur républicaine. Alors vous voyez, il s'agit du frontispice d'un livre qui a connu à l'époque qui a eu une grande audience, à défaut d'un grand succès, qui est le calendrier révolutionnaire, le nouveau calendrier publié par le conventionnel Gilbert Rome. Et ce frontispice représente une version modernisée de l'histoire romaine de Cincinnatus, qui quitte son exploitation agricole, comme vous le savez, pour prendre la tête des légions et sauver Rome. Alors on voit évidemment la référence, l'appel au monde rural pour rejoindre les armées de la République et aller porter la guerre donc pour défendre la Révolution contre les alliés qui donc menacent le nouveau régime. En bas, vous lisez « Quand des tyrans ligués la horde fut vaincue, il déposa son arme et reprit la charrue ». Donc cette idée républicaine, issue de la Rome antique, du paysan qui va donner
qui va se donner à la nation, qui va se donner à la République, à la patrie, pour la sauver d'un péril, et puis qui retournera ensuite modestement à la charrue et au labour, correspond parfaitement bien à quelque chose qu'on va vouloir mettre en place à l'époque. Et vous voyez donc l'image qui représente une sorte de version républicaine du mythe enfin pas du mythe, de l'iconographie de Vénus, désarmant Mars, donc une jeune femme qui prend le glaive de l'homme. Et vous voyez aussi, c'est très intéressant, vous voyez une architecture rurale ici à l'arrière-plan, qui est une architecture rurale mixte, parce que c'est une architecture rurale à l'italienne, avec ses combles ouverts et ses piliers, qui supportent néanmoins un toit en chaume. Mais enfin, la dimension antiquisante, et donc la référence à toute la tradition de la peinture de paysage de Poussin, etc., passe par l'arrière-plan où l'on voit des pins parasols, des cyprès, et donc on est évidemment ici dans quelque chose qui mélange l'actualité française des guerres révolutionnaires et les grands mythes classiques qui nourrissent la culture de tous les hommes cultivés de cette époque. Alors, juste pour mémoire, 2 pages du calendrier révolutionnaire, vous vous rappelez que voilà, les quintidi s'appelaient à ce moment-là poules, abeilles, pigeons, rossignols, vers à soie et carpes, et les décadis, qui étaient donc les dimanches, mais plus espacés qu'aujourd'hui, s'appelaient couvoirs, ruches, greffoirs, râteaux, sarcloirs, houlettes. Tout ça pour dire que, si vous voulez, cet imaginaire agricole s'impose à toute la nation. C'est pas le calendrier révolutionnaire des campagnes, ça, c'est le calendrier révolutionnaire de tous. Et vous voyez qu'on va rechercher, au fond, pour remplacer les noms des saints, pour nommer les jours, des objets qui sont vraiment étroitement liés au monde agricole. Donc, ce rousseauisme, cette idée que le monde agricole est régénérateur, que ce qui s'y passe est quelque chose de juste parce que lié à des fonctions premières de l'homme et au fond à une relation à la nature, à une relation équilibrée aux différentes activités à la fois physiques, intellectuelles, etc., est très présente, y compris dans des documents aussi importants que cela. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, François Cointreau, à travers son ouvrage sur les faisanderies. François Cointreau, effectivement, se revendique comme le seul architecte de la classe populaire, et il va tenter de développer un discours sur l'architecture rurale qui consisterait, au fond, à confier l'architecture rurale au monde agricole et aux paysans. Et il va, notamment pour cela, porter un discours très novateur sur la construction en pisé. Alors, ce discours novateur n'est pas novateur dans les régions où elle était déjà répandue, mais il est novateur parce qu'il anticipe le développement du béton banché, et François Cointreau tente de promouvoir ces techniques au niveau national et même au niveau international, où il a une certaine audience. Alors, je le cite parce que c'est vrai que le monde agricole, le monde rural à cette époque, comme vous le savez, aurait pu d'une certaine manière devenir un monde entièrement gouverné par ceux qui travaillaient la terre. C'était aussi l'hypothèse de certains politiques de l'époque, de donner la terre à ceux qui la travaillent. On connaît notamment Gracchus Babeuf, mais la réalité en a décidé autrement, parce que les biens nationaux devaient rapporter de l'argent pour financer les guerres qu'on vient de voir, et donc plutôt que de donner les terres aux paysans, on a préféré les vendre à ceux qui avaient de l'argent. Et on a préféré donc les vendre à ceux qui s'étaient enrichis ou qui pouvaient s'enrichir pendant cette période. Donc là, François Cointreau, je ne vais pas développer énormément aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est une figure très intéressante et qui publie beaucoup d'ouvrages. Et dans ces ouvrages, notamment, il fait donc l'apologie de cette technique, la terre banchée. Alors on voit ici le dispositif technique des banches en bois, entre lesquelles on va tasser la terre avec un pisoir pour fabriquer des murs, et ici en vis-à-vis une ferme en pisé qui n'est pas dans la région d'origine de Cointreau, qui était originaire du Dauphiné et de Lyon, mais ici dans le Gers. Alors ce François Cointreau,
hein, qui est très inventif. On a vu qu'il parlait des faisans, mais il propose des ouvrages sur toutes sortes de sujets, même s'il est le militant de l'architecture en terre crue, dont il propose ici, par exemple, de faire des ornements en les moulant. Hein. C'est, au fond, le seul qui incarne véritablement une production théorique sur l'architecture rurale provenant du monde rural, hein, ancré dans le monde rural. Et en réalité, c'est pas ça qui va l'emporter, parce que les paysans sont peu nombreux à être capables de produire des ouvrages. Du reste, Cointreau, pour le faire, lui, mobilisant certainement un petit pécule qu'il avait accumulé pendant toute sa carrière de maçon à Lyon, va se déplacer vers Paris et consacrer toute son énergie à cette activité éditoriale qu'il aura du reste du mal à financer, passant la moitié de son temps à écrire des lettres pour réclamer des subsides et des subventions aux différentes administrations susceptibles de lui en donner. Alors, tout à l'heure, on a vu avec le frontispice de l'ouvrage de Gilbert Rome sur le calendrier révolutionnaire, on a vu cette référence classique, cette référence italienne. Et cette référence classique et italienne va être très importante pour les débuts de la théorie de l'architecture rurale au XIXe siècle. Alors bien entendu, l'époque est une époque profondément nourrie de culture classique. Tout le monde commence à étudier en lisant Virgile, en lisant les auteurs classiques. Et donc, par conséquent, on est nourri d'une culture classique, mais on est d'autant plus nourri d'une culture classique qu'on est révolutionnaire, ou qu'en tout cas, on vit cette époque qui succède à la Révolution, dans laquelle, au fond, chacun essaye d'imiter l'Antiquité. Hein. Napoléon en allant faire la conquête de l'Égypte, les politiques en appelant les chefs de l'État des consuls, hein, ou autres. Donc, au fond, on prend sans cesse modèle sur le monde antique, sur le monde antique républicain, et tout cela s'accompagne d'un engouement pour l'Italie et pour l'Italie classique, qui passe en particulier par une mode très importante de la peinture de paysage et de la peinture de Poussin, de Nicolas Poussin. Donc il y a vraiment un mouvement très important là, qui est soutenu par la volonté de tourner la page de l'Ancien Régime. Parce que le monde rural français, c'était les châteaux, c'était l'architecture de l'Ancien Régime, et on cherche ailleurs, dans des références plus culturelles et plus internationales, un modèle qui permette de rompre avec l'Ancien Régime. Les nouvelles élites dans les campagnes cherchent des modèles ailleurs que dans les campagnes françaises. Ils vont regarder par exemple les villas palladiennes comme un modèle d'habitation plus adapté pour eux que les châteaux français. Les châteaux français étant trop entachés, hein, de ceux avec quoi la Révolution française avait voulu rompre. Et donc, l'Italie va véritablement être sollicitée. Elle va être sollicitée pour des raisons qui sont aussi assez complexes. Vous voyez ici un tableau exposé en 1796 au Salon, le Colin-Maillard de Jacques Sablé, qui fait partie de ces tableaux qui rompent avec, disons, la peinture néoclassique telle qu'on la connaît chez David, par exemple, hein, les licteurs rapportant à Brutus le corps de ses fils, par exemple. Donc on n'est plus dans l'héroïsme néoclassique, on est plutôt dans une peinture de genre qui témoigne au fond de la prise en main du pays par les nouvelles élites issues de la Révolution française, des élites bourgeoises qui n'aspirent plus maintenant véritablement à la guerre ou à l'exaltation révolutionnaire, mais qui aspirent à une vie bourgeoise et qui aspirent à une vie qui est fructueuse sur le plan économique, et ça comprend le monde agricole. Alors, cette représentation ici qui nous montre en Italie des paysans très élégamment vêtus en train de jouer au Gioco della Mosca Cieca, donc qui est le nom du Colin-Maillard en Italie, ces paysans dans leur ferme qu'on voit à l'arrière-plan, un bâtiment qui semble très magnifique, renvoie à l'idée de campagne à la fois élégante,
fructueuse, riche, et aussi loin des conflits, au fond harmonieuse, dans lequel une harmonie réunit les propriétaires, les paysans, une harmonie qui est à la fois une harmonie sociale et une harmonie esthétique, une harmonie visuelle. Et donc ça c'est très important, surtout que dans l'imaginaire français de cette époque, la Toscane du grand-duc Ferdinand apparaît comme un laboratoire, à la fois en termes agricoles et en laboratoire en termes sociaux. Donc on a des modèles italiens qui sont utilisés comme une alternative au modèle de l'Ancien Régime, qu'il s'agisse du reste de la gestion des États pontificaux par le pape, qui est dénoncé comme une véritable incurie, comme de la gestion des campagnes françaises par les aristocrates, qui a été balayée par la Révolution française. La façon dont le grand-duc Ferdinand organise la politique agricole de la Toscane apparaît comme à la fois intelligente, parce que tournée vers de nouvelles méthodes d'exploitation, et beaucoup plus harmonieuse en termes sociaux. Alors, ça va encourager fortement, dans un premier temps, ces références à l'Italie, qui trouveront place dans les ouvrages d'architecture. Alors, je montre ici l'ouvrage du Nantais François-Léonard Suette, qui publie à partir de 1811 un recueil d'architecture spécialement dédié aux architectures agricoles. Plus connu que François-Léonard Suette et plus important politiquement, Jean-Nicolas Louis Durand, le professeur d'architecture de l'école polytechnique, celui qui crée véritablement l'enseignement de l'architecture à l'école polytechnique et qui, pendant 30 ans, va former les ingénieurs de l'école polytechnique à l'architecture, publie dans son précis des leçons un modèle de ferme dont vous voyez que les bâtiments, alors on ne les voit pas très bien, mais enfin les bâtiments ont des toits en tuiles à faible pente apparemment, ils ont des combles ouverts, ils ont des petits oculi, donc tout le vocabulaire de l'architecture à l'italienne, et puis surtout ils sont dans un environnement là encore de cyprès et de pins parasols qui connote nettement la référence italienne. Donc le plan de cette ferme modèle, qui est d'ailleurs un plan relativement atypique, composé d'une série de bâtiments isolés groupés autour d'une cour, et l'élévation qui renvoie, au fond, c'est la version architecturale de la vue pittoresque qu'on a vue tout à l'heure, donc symétrique comme il se doit, ordonnée, mais qui renvoie à ce modèle italien. Donc ça joue vraiment un très grand rôle au début, un très grand rôle au tout début du XIXe siècle. Alors, bon, certainement, plusieurs d'entre vous connaissent la réalisation probablement la plus spectaculaire dans ce genre, qui est la maison du jardinier à la Villa Lemot à Clisson. Je l'ai cité tout à l'heure, le grand sculpteur François-Frédéric Lemot de l'Empire fait réaliser dans ses propriétés de Loire-Atlantique, qui sont des propriétés acquises, je ne dirais pas à vil prix parce que l'étude économique n'a pas été faite, mais en tout cas acquises après les guerres de Vendée, sur des territoires où les élites locales refusaient de s'engager pour les raisons évidentes du conflit qui s'était déroulé, et où les élites proches de Napoléon, de l'Empire, se sont au contraire fortement engagées. Et donc on a toute une série de Parisiens qui achètent des terres en quantité assez importante dans le sud du pays nantais, et qui construisent des villas et des fermes. Alors là, en l'occurrence, la maison du jardinier de la Villa Lemot à Clisson est un bâtiment de pure représentation qui n'a jamais servi à l'exploitation agricole, mais qui renvoie explicitement à l'architecture de l'Italie centrale, de la Toscane et de l'Ombrie. Alors, cette idée, on peut l'illustrer ici à travers un ouvrage qui est écrit cette fois par un auteur, disons, local, enfin, important, mais important essentiellement pour la ville de Toulouse, l'architecte Urbain Vitry, qui en sera l'architecte municipal pendant plusieurs décennies, publie un ouvrage, Le propriétaire architecte, dont le titre renvoie explicitement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à cette idée d'un domaine partagé où les propriétaires s'investissent dans l'architecture. Et il va à la fois critiquer la tradition et vanter l'Italie. L'exploitation d'un domaine exige, outre l'habitation du maître, des bâtiments pour loger le cultivateur. Rien de plus insalubre, de plus désagréable à l'œil et de moins commode que la plupart des constructions de ce genre élevées en France.
quoique destinés au logement de fermiers quelquefois très aisés, tandis que par une sage combinaison des plus simples éléments d'architecture, on peut obtenir, sans tomber dans un luxe ridicule, les effets les plus agréables et élever les constructions qui charment les yeux par la pureté de leur forme. L'Italie est riche en modèles de ce genre et le célèbre Palladio lui-même n'a pas dédaigné de construire plusieurs de ces bâtiments qui, par leur agréable simplicité, portent le cachet de son génie. Vous voyez, dans cette citation-là, on retrouve un peu les éléments que j'ai donnés au départ. Par exemple, cette forme de démocratisation. Palladio s'abaissait à construire des bâtiments comme ça, donc on peut y aller nous aussi. Cette opposition, cette modernisation, voilà, les bâtiments insalubres et désagréables à l'œil vont être remplacés par des bâtiments nouveaux, et ces bâtiments nouveaux, ils vont être des bâtiments qui seront adaptés à leur fonction. Voilà. Donc, Urbain Vitry propose des modèles qui sont des modèles, là encore, qui font référence à l'Italie, mais comme on est en pays toulousain, on peut aussi penser à des influences locales. En tout cas, vous voyez qu'on est à mi-chemin entre la fabrique de parcs, la fabrique aristocratique de parcs telle qu'on a pu la voir au début, et un véritable bâtiment agricole. Donc ici, au rez-de-chaussée, on a certes une chambre avec un petit lit, et puis ici une cuisine avec un potager dans l'angle qu'on reconnaît là pour préparer les repas, mais à l'étage on a une drôle de chambre en alcôve ici, circulaire, qui vient s'inscrire à l'intérieur de ce bâtiment et qui du coup laisse imaginer à la fois un décorum et peut-être aussi une frivolité dans l'usage qui ne semble pas correspondre directement à l'efficience et à la rationalité d'un bâtiment agricole, mais à voir, on ne sait pas exactement. Alors, cette forme d'association de l'architecture italienne pour les bâtiments agricoles est quelque chose qui perdure et qui va être adopté dans une sorte de spécialisation des styles qui se dessine au XIXe siècle. Cette spécialisation des styles, à mesure qu'on va entrer dans le siècle, c'est un peu le gothique pour le religieux, le classique pour l'institutionnel, etc. Et là, vous voyez que dans le frontispice d'un ouvrage important, Paris moderne, de Louis-Marie Normand, on a la maison de maître ici sur le côté, maison de maître tout à fait néoclassique. Alors, on n'irait pas jusqu'à parler de palladianisme, tant l'architecture de cette maison est simple et austère, mais enfin, on est véritablement dans un modèle classique. Et puis, à l'arrière-plan, on aperçoit les communs, ou l'architecture agricole. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve des ordres toscans, des baies ici couvertes, des baies en demi-lune couvertes par des arcs en plein cintre, des combles ouverts, des toits à faible pente débordants. Et donc, c'est un peu comme si, dans la codification du vocabulaire architectural, on avait adopté, dans la première moitié du XIXe siècle, cette espèce de spécialisation du vocabulaire italien pour les bâtiments agricoles dans une séparation comme cela. Alors, la critique générale des constructions préexistantes renvoie évidemment au goût qu'on connaît tous, au contraire pour le pittoresque de l'architecture rurale ancienne. À cette époque, le discours dominant, c'est celui-là. Les fermes qu'on élève dans les champs n'offrent généralement qu'un amas de bâtiments disposés sans goût, sans symétrie et très souvent sans discernement. Un mauvais maçon de village préside presque toujours à l'érection de ce genre d'établissement, qui est cependant d'un très grand intérêt. Et donc, cette critique, elle est parfaitement partagée par tous les auteurs de l'époque. Au fond, la théorie d'architecture rurale se construit sur une critique de l'architecture rurale sans théorie. Bon, c'est pas pour nous surprendre, et pour justifier, au fond, l'existence de tels livres, mais il est intéressant de noter que tout le monde, véritablement, va converger autour de cette idée qu'il est temps, désormais, de donner au monde rural une architecture digne de ce nom, en lui offrant des modèles, en lui offrant des pratiques nouvelles et en tirant au fond les paysans de ces amas de bâtiments informes dans lesquels ils vivent. Alors les descriptions sont apocalyptiques, un bâtiment privé de fenêtres dans lequel on entrouvre la porte pour laisser sortir une épaisse fumée à l'intérieur, dans laquelle les habitants vivent continuellement, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose
dans un tableau très noir. Et Urbain Vitry nous présente dans son ouvrage, alors vous voyez toujours l'arrière-plan, les pins parasols, etc. Il nous présente dans son ouvrage des modèles d'édifices modestes, simples, qui sont véritablement, on a vu donc le précédent, qui sont vraiment des très petites maisons, mais qui pourraient correspondre à l'habitation, disons, d'un fermier aisé, quelque chose comme ça. Alors, dans le premier tiers du XIXe siècle, on voit se mêler d'architecture rurale, à la fois dans la continuité de la fin, bien sûr, de l'Ancien Régime, mais aussi dans une perspective nouvelle, un certain nombre d'auteurs qui sont des auteurs importants à cause de leur situation centrale, on pourrait dire, dans l'establishment architectural parisien. Ici, Charles-François Mandar, qui est le professeur d'architecture de l'école des Ponts et Chaussées, qui est connu aussi pour avoir loti une rue qui porte son nom dans le quartier Montorgueil. Charles-François Mandar publie un ouvrage qui est l'anatomie complète d'une maison de maître. Donc c'est un livre qui est destiné à ses élèves, dans lequel il va expliquer comment on construit cette maison, qui se trouve ici à gauche, en donnant le moindre détail, y compris des détails au demi de l'exécution, des corniches, etc. Et dans cet ouvrage, dans la seconde édition de cet ouvrage, il va publier le plan d'ensemble de cette propriété réellement réalisée, où le pavillon se trouve ici, et où une ferme ornée sert de cour d'entrée. Donc on est tout à fait dans un cas qu'on a déjà entrevu, c'est-à-dire la ferme, c'est là par où on pénètre dans la propriété. Une propriété qui, vous le voyez, est assez vaste, avec un magnifique jardin à l'anglaise, etc. Donc il s'agit d'un propriétaire aisé. Et la ferme, ici, va donner lieu à un développement architectural, à la fois dans son fonctionnement. On n'est pas dans le schéma ici, il s'agit d'un bâtiment vraiment réalisé. Donc on a les fosses à purin, on a les canalisations enterrées, on a tous les dispositifs qui permettent vraiment de faire fonctionner cette affaire. Et puis les élévations. Alors les élévations, les détails des mangeoires, etc. Et les élévations qui donnent lieu, vous le voyez, à un effort architectural. Alors là, le modèle n'est pas véritablement le modèle italien, en tout cas pas de manière uniforme, même si ici, là il s'agit de deux demi-élévations, de deux demi-façades, qui sont les façades des bâtiments qui se trouvent de part et d'autre de la cour. C'est-à-dire, ils sont là et là, des deux côtés. Alors en fait, on rentre dans la cour ici pour aller vers le pavillon, et on a l'œil attiré à gauche vers la volière, à droite vers la laiterie. Alors, il fallait un programme, mais on peut penser qu'une laiterie n'a pas nécessairement besoin d'un belvédère, n'empêche. On a donc le colombier ici, la laiterie. L'architecture est différente, mais vous voyez, c'est une architecture ambitieuse, une architecture ornée, ambitieuse, et qui renvoie au classicisme, bien sûr, par ses ordres toscans, par cette fenêtre ici, qu'on appelle une baie serlienne, mais on est bien dans la continuité des fermes aristocratiques. Autre exemple, publié quasiment dans les mêmes années, 1828, Louis Bruyère. Alors Louis Bruyère, c'est l'ingénieur des travaux de la ville de Paris nommé par Napoléon, quelqu'un d'extrêmement important. C'est cet ingénieur des ponts et chaussées qui va prendre en main la construction à Paris et qui fait dire à Fontaine, furieux, que donner un ingénieur pour contrôleur à des architectes, c'est comme demander aux élèves de contrôler le maître. En tout cas, le résultat des courses, c'est que Louis Bruyère joue un rôle éminent sous l'Empire et ensuite comme contrôleur des travaux de la ville de Paris, et qui publie donc à la fin de sa vie, il publie un ouvrage qui recense tous ces différents projets et actions, et parmi ceux-là figure une ferme modèle dont on voit ici le vaste plan. C'est intéressant parce que c'est une ferme pour 8 charrues, donc on est vraiment à une échelle déjà qui est plus du tout l'échelle d'une exploitation familiale. Et aussi c'est intéressant parce que Louis Bruyère dit quelque chose dans son commentaire. Il dit qu'il a conçu cette ferme pour 8 charrues, on la voit ici, bien que les agronomes ne nous aient pas encore donné des programmes véritablement bien définis.
Donc dans cette logique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, où les architectes développent une approche programmatique de l'architecture, où ils souhaitent avoir des édifices bien adaptés justement aux différents programmes, Louis Bruyère va déplorer cette absence de programme pour les bâtiments de sa ferme. Il va néanmoins concevoir un ensemble dans lequel on pourrait reconnaître quelques éléments du style à l'italienne, notamment les toits à faible pente. Bruyère avait fait fabriquer des tuiles romanes pour couvrir les silos à blé de la ville de Paris, mais le style n'est pas très marqué ici. On est plutôt dans une forme de rationalité de l'organisation générale. Alors, d'autres architectes continuent de publier des modèles qui renvoient au fond à une architecture rurale qui est plutôt de l'ordre de l'amusement voilà. Donc ici, Jean-Charles Kraft, dans son ouvrage sur les plus belles maisons de campagne, qui publie ce poulailler pigeonnier. Alors, selon une disposition très habituelle, on a deux pièces qui correspondent, l'une probablement au logement des poules, à l'autre celui des canards, et puis au centre un colombier, et ça forme une composition architecturale. Alors, le même architecte va plus loin dans l'invention un peu déroutante ici, à mi-chemin entre l'architecture parlante, le pittoresque, etc., en concevant cette maison pour un vigneron en forme de tonneau. Donc vous voyez ici la salle, la chambre principale avec une cheminée ou un poêle plus probablement, et puis ici une alcôve dans ce demi-tonneau couché qui comprend les lits, on imagine du vigneron et de la vigneronne. Alors, cet intérêt des architectes pour l'architecture rurale, on le voit un petit peu entre la rationalité de Bruyère et puis l'amusement pittoresque de Kraft, va être dénoncé par certains propriétaires qui voient d'abord l'architecture rurale comme une architecture de rentabilité. C'est le cas du comte de l'Astérie qui écrit « Un architecte célèbre, Vitruve, a fort judicieusement observé que dans tout genre d'architecture, il y a trois choses absolument nécessaires, savoir la convenance, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça convient à l'usage, la solidité et la beauté. Quoique la dernière qualité ne soit pas d'une nécessité absolue dans une architecture rurale, on doit cependant porter une attention particulière sur ce qui concerne les deux premières. » Donc lui, en tant que propriétaire, il considère que la beauté n'est pas une question, au fond. Et qu'en tout cas, il considère que la beauté n'est pas une question qui mérite qu'on y consacre beaucoup d'argent, au fond. Et donc on voit ici se mettre en place une forme de critique indirecte des architectes. Alors je passe ici. Et la référence de l'Astérie, de manière très intéressante, est moins l'Italie que l'Angleterre. C'est-à-dire que sa référence est moins celle de la culture classique, de la peinture de paysage de Poussin, que celle de l'Angleterre qui a su déjà rationaliser, moderniser son agriculture et son industrie. Et donc il va traduire en français un traité qui a été produit par la Société d'agriculture de Londres, qui va agrémenter de nombreux commentaires et dans lequel il présente des projets d'édifices. L'idée étant qu'au fond, un propriétaire qui sait un peu dessiner, avec un bon maçon, peut s'en sortir sans architecte. Alors, si on y retrouve quelques relents de palladianisme, comme ici, c'est du palladianisme passé par l'Angleterre, qui, comme on le sait, était fortement marqué par ce phénomène. Du reste, le style des bâtiments est assez variable, puisque vous voyez ici un bâtiment un peu classique, et puis un autre qui ressemble véritablement à une chaumière, dans un style très anglais. Alors, l'ouvrage de l'Astérie est un ouvrage important, il est publié en 1802. L'Astérie est un aristocrate, bien sûr, mais acquis à la Révolution, qui décide véritablement de s'investir de manière importante. Il préside la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale, il fait partie de la Société d'agriculture du département de la Seine. Bref, il est véritablement quelqu'un à la fois d'actif, comme théoricien et comme praticien pour ces choses-là. Alors, vous voyez ici, il reproduit un modèle de grange en Angleterre, près de Manchester, modèle de grange qui, avec au rez-de-chaussée le logement des animaux et à l'étage le fourrage, donc qui permet au fond de faire tomber le fourrage directement en bas.
C'est un dispositif très ancien. Palladio construisait déjà des granges sur ce type-là, selon ce type-là, sauf qu'elles étaient dotées d'un auvent, c'est-à-dire d'un toit qui avançait porté par des piliers. Probablement qu'il pleut moins souvent à Manchester qu'en Vénétie. Toujours est-il que on trouve des bâtiments de ce type en France, ici près de Nantes, hein, et donc exactement le fourrage à l'étage, les bêtes au rez-de-chaussée. Et l'ouvrage de Lasteyrie comprend également des propositions pour l'organisation générale dans des plans d'ensemble qui comprennent à la fois la demeure et puis les bâtiments d'exploitation. Et on retrouve, comme je l'ai cité tout à l'heure, ensuite des constructions annexes. Alors j'en montre deux. L'une, c'est une construction si on veut, mais enfin c'est une meule à blé. N'empêche qu'elle est très architecturée. Et puis ici à gauche, un silo qui évidemment est intéressant à montrer parce que le silo fait partie des modèles emblématiques de l'architecture du mouvement moderne. Et donc on voit ici des premiers modèles de silos qui sont publiés. Alors, les propriétaires s'investissent dans le monde agricole, au fond, avec l'idée de rentabilité, mais aussi avec l'idée d'amusement. Au fond, quand on a un domaine, on peut y faire des expériences, on peut jouer à l'architecte, à l'agronome, etc. Et ça va être le cas de Morel-Vindé, qui est connu aussi pour ses romans, y compris ses romans légers, etc., mais qui va réaliser dans sa propriété de la Selle-Saint-Cloud, près de Versailles, une grange, et qui va la publier dans un fascicule. Alors, ça semble assez sommaire. On voit en haut ici des hommes en train de battre le blé au centre de la grange, et puis cette structure qui est une structure en bois posée sur des pilotis de verre, parce que il fallait pour différentes raisons, il fallait la dissocier du sol. En tout cas, c'était son idée. Et voilà cette forme de maison domino de Le Corbusier avant la lettre, en tout cas cette construction très rudimentaire. Hein, quand je disais tout à l'heure qu'on est dans un domaine d'invention où au fond tout est permis et où les canons classiques ne sont pas convoqués, eh bien c'est ce qui se passe ici avec cette construction de Morel de Vindé. Alors, je terminerai juste d'évoquer cette implication des propriétaires dans la conception des édifices ruraux en citant le manuel des constructions rustiques publié par les éditions Roré en 1836, qui est le fruit d'une initiative de la Société d'agriculture du département de la Seine, qui lance un concours longtemps infructueux auprès de ses adhérents pour rédiger un manuel, estimant qu'il y avait besoin donc d'un ouvrage qui pourrait servir aux propriétaires pour construire des bâtiments. C'est un ouvrage tardif qui reprend le style à l'italienne. Hein, vous voyez des toitures à faible pente, ici débordantes, ou ici des piles portant l'étage, etc., mais qui aura un succès mitigé. Alors, rapidement, sans trop s'y arrêter, on peut dire qu'à partir des années 1840, on assiste à deux phénomènes. D'abord, au développement d'une architecture rurale un peu industrialisée, en tout cas à une échelle importante, ça correspond au développement de ce qu'on peut appeler les fermes modèles. Hein. Donc plusieurs ouvrages en témoignent. Je vais passer assez vite. Ici l'ouvrage de Henri Roux. Alors c'est une ferme qui comprend, vous voyez, un premier bâtiment avec la cour de ferme, et puis ici un hangar à voitures avec en face une écurie et différents bâtiments annexes qui sont ensuite détaillés. Hein. Alors, vous voyez que le pigeonnier joue toujours un rôle architectural central dans les compositions. C'est ce qu'on voit dans la façade du bas, ici. Hein. Le pigeonnier est toujours utilisé pour avoir, voilà, c'est un peu le clocher de la ferme. Hein. Et puis ici, la charterie, c'est-à-dire le bâtiment pour les charrois. Et puis ici, en face, un bâtiment pour les animaux. Et là, le projet d'une plus petite ferme. Alors, sur le plan de l'architecture, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne voit pas l'architecture à l'italienne être remplacée par une autre architecture.
Ce qu'on voit, c'est l'architecture à l'italienne perdurée. Alors vous voyez ici un toit à faible pente avec une baie couverte par un arc en plein cintre, etc. Et puis d'un seul coup un pan de bois. On voit l'architecture rurale à l'italienne en réalité être petit à petit contaminée par des solutions techniques ou des références locales qui sont mises là en place en liaison avec les matériaux locaux et les techniques. Donc au fond, l'architecture se transforme de manière à la fois éclectique et pragmatique. On ne remplace pas l'architecture à l'italienne par une autre architecture, on en garde certains aspects et en même temps on la modernise, on la change avec le retour de matériaux locaux ou de techniques locales comme la charpente ou le pan de bois. Alors bon, je passe assez rapidement sur ces recueils qui présentent de nombreux exemples, hein, et y compris, oui, je voulais juste montrer ça, voilà, vous voyez cette petite ferme ici avec au centre de la cour un petit bâtiment, et ce petit bâtiment, il est détaillé là, on le voit, hein, on dirait quasiment la Sainte-Chapelle du palais d'Aix-la-Chapelle, ou le baptistère de Saint-Jean-de-Latran, un bâtiment octogonal avec un espace central quasiment voûté, etc. Donc il y a toujours au fond cette idée que dans la ferme, il y a un espace pour une ambition architecturale qui est celle du propriétaire, hein, qui est une ambition de représentation, qui s'associe avec un souci de rentabilité. Et vous voyez qu'on nous donne ici même des détails d'ornement et puis même un plan de pavement en bois, hein, pour cette construction. Alors, le grand livre, au milieu du XIXe siècle, le grand traité des constructions rurales, c'est l'ouvrage de Louis Bouchard-Huzard, publié à partir de 1842, qui reprend, au fond, qui synthétise l'ensemble des connaissances et qui publie un grand nombre de bâtiments célèbres, un grand nombre de bâtiments bien connus, couvrant l'ensemble du domaine. Donc on peut dire que c'est vraiment celui qui ambitionne de faire le livre définitif sur les constructions rurales et notamment sur les fermes modèles. Donc c'est un livre en 3 volumes qui comprend notamment une bibliographie exhaustive, pas seulement française, mais aussi allemande, italienne, anglaise, et qui vraiment fait le tour. Alors vous voyez que ça commence par la description de tout petits édifices, et puis on va y trouver donc des bâtiments de différentes dimensions, mais aussi on pourrait dire de différents styles, hein, puisque là, cette fois-ci, c'est un bâtiment à pan de bois, qui fonctionne néanmoins, comme on l'a vu tout à l'heure avec les animaux au rez-de-chaussée et le stockage du fourrage à l'étage sous le comble. Ici, en revanche, ce sont des loges à porc, hein, avec au centre, comme dans tout système de loge à porc bien fait, le chaudron où on prépare le repas des porcs et de temps en temps les porcs eux-mêmes. Alors, les grandes fermes sont présentées en vue d'avion, comme des objets, comme ça, dont on a une vision d'ensemble. Donc là, on rentre vraiment, hein, dans cette tradition. Et vous reconnaissez la ferme de tout à l'heure avec son pigeonnier, son colombier, ou d'autres fermes dans lesquelles vous voyez que les meules à foin jouent un rôle architectural indéniable dans l'organisation d'ensemble des bâtiments. Je passe assez rapidement sur cet ouvrage, qui est un ouvrage fondamental, avec, vous voyez ici, hein, toute une explication sur les poulaillers, hein, très détaillée, donc encore ces petits bâtiments qui donnent lieu à un soin très grand. Alors, dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'architecture rurale est devenue tellement un sujet qui intéresse la société du Second Empire et puis ensuite de la Troisième République, qu'un certain nombre d'auteurs qui sont des polygraphes en réalité, comme Ernest Bosch, vont produire des ouvrages sur l'architecture rurale. Alors, dans son traité des constructions rurales, Ernest Bosch va proposer une série de modèles, hein, une série de plans types classés par ordre d'importance croissante. Alors, je passe rapidement. Vous voyez qu'on en arrive à la fin à des modèles étrangers qui sont quasiment des usines. Hein, en tout cas, la ferme nationale de Vincennes, la ferme du domaine royal de Windsor, la ferme Britannia en Belgique, extrêmement célèbre à l'époque, hein, comme un des exemples les plus avancés d'une industrie agricole.
Et je m'arrête peut-être 2 minutes sur l'ouvrage de Félix Narjou. Alors Félix Narjou, lui aussi, est un polygraphe, proche de Viollet-le-Duc, avec lequel il publie notamment un ouvrage sur les habitations. Et lui va continuer ce que Viollet-le-Duc avait entrepris avec sa série des livres de vulgarisation, Histoire d'une maison, Histoire d'un hôtel de ville, etc. Ce sont des livres qui s'adressent au grand public sous la forme, vous voyez, d'éditions cartonnées avec des reliures éditoriales charmantes, dont vraiment le lectorat, c'est tout public, y compris jeune public. Et donc l'histoire d'une ferme vient continuer les histoires de Viollet-le-Duc. On est en 1880 et Félix Narjou imagine une histoire romanesque. Donc voilà le château et ses environs. En fait, ça c'est avant, c'est le monde d'avant. Et le propriétaire va rencontrer un ancien ami d'enfance à lui qui est devenu architecte. Et ensemble, ils vont dans un dialogue élaborer ce projet de nouvelle ferme. Alors c'est sous la forme d'une discussion, d'un dialogue. Ça comprend un tour du monde, où on va aller voir la ferme de Kazan, une ferme en Norvège, la ferme d'Arlon en Belgique, la ferme de Spearfield en Angleterre. Donc une enquête internationale sur les fermes, suivie d'une réflexion sur les aspects les plus contingents. Alors vous voyez qu'ici, en Norvège, on s'intéresse à des salles de fête, on s'intéresse à des éléments très ornés. Donc la ferme donne lieu véritablement ici à ce travail entre les deux amis, riches propriétaires et architectes, et à l'élaboration de quelque chose qui est présenté vraiment. Alors vous voyez qu'il y a aussi des moulins avant en Hollande, c'est vraiment le tour d'Europe de l'architecture rurale. Et l'ouvrage, néanmoins, accorde une grande importance à tous les aspects matériels et pratiques, discutant, vous voyez ici la fabrication du béton et du mortier, mais j'aurais pu vous montrer des images qui détaillent chaque élément de l'ordre de la construction et de sa mise en œuvre dans un livre qui s'adresse vraiment à un lectorat grand public. On imagine des petits-enfants sages dans les villes, dans leurs chambres, en train d'apprendre à faire du béton, ou de savoir comment est-ce qu'on doit couper les joncs pour faire des couvertures en chaume, et tout ça comme une culture générale de jeunes gens qui sont peut-être devenus pour certains d'entre eux des propriétaires ruraux, mais certainement pas tous. Alors voilà la ferme à la fin. Un peu bizarre sur le plan architectural, avec des bâtiments ici et là, mais tout se termine par une fête qui nous fait penser un petit peu au tableau de Jacques Sablé du début. En tout cas, cette idée d'harmonie, cette idée de convivialité et d'harmonie, une grande table est dressée dans la grange, tout le monde y prend place, maître et serviteur. C'est une fête de famille, donc vraiment l'illustration du paternalisme rural. Et Monsieur Charlie n'a voulu en exclure personne. Madame Morlot, c'est la cuisinière, s'est distinguée et les convives font honneur au festin. À la nuit, garçons et filles du village se réunissent dans la cour de la ferme et y dansent gaiement pendant que l'orphéon de la commune fait entendre ses joyeux flonflons. Enfin, les dernières lumières s'éteignent, les derniers couples disparaissent, la ferme neuve s'endort pour se réveiller le lendemain et prendre sa place dans le grand mouvement de vie et de travail qui s'impose à tout ici-bas. C'est un grand mouvement de vie et de travail, ça ne s'impose pas à tous, il s'impose même à tout. Donc voilà, vous voyez le catéchisme rural en quelque sorte derrière cette affaire. Alors, bon, des architectes s'intéressent à l'architecture rurale, comme Boussard, donc je passe rapidement, mais c'était amusant, en 1883. Pour cela, je crois utile de vous mener faire un tour de promenade dans le premier village venu, et en passant par la grande route qui serpente entre monts et vallées, de jeter un coup d'œil sur la hutte d'un charpentier bourguignon, c'est ça là, dont l'aspect pittoresque rappelle si bien l'habitation de l'homme primitif. Alors vous voyez qu'on a beau avancer dans le temps, cette idée que le rural est proche du bon sauvage persiste quand même dans les élites urbaines. La fin du siècle et le début du XXe est marqué par une multiplication des manuels, et des manuels des constructions rurales, des traités, qui sont véritablement des ouvrages pratiques. Des ouvrages pratiques qui apportent, au fond, chacun de ces livres dans son genre, par exemple le traité des constructions rurales de Arnoux ou celui de Danguy, couvre complètement tout ce qu'on doit savoir pour traiter de la question. Alors,
on y trouve, vous le voyez, des dessins extrêmement modestes, mais aussi tard que dans les années 1860-1870, le modèle à l'italienne, les baies en plein cintre couvertes par des arcs, les toits à faible pente, semblent rester très présents dans ces modèles. On y retrouve des choses qu'on a déjà vues, comme ici, les silos à blé, mais en même temps, on y retrouve aussi des leçons de morale. Par exemple, Eugène Gaillot, qui nous présente ici, dans le guide pour le bon aménagement des habitations des animaux, une opposition entre l'écurie défectueuse, où des bêtes malades jonchent le sol, ainsi que des outils mal rangés, dans une pénombre délétère, alors que dans l'écurie modèle, eh bien, vous voyez qu'il règne une harmonie, les outils sont bien rangés, l'air circule, on ventile, il y a de la lumière, et tout le monde se porte bien. Dans le même ouvrage, donc Gaillot propose des modèles, on est sous le Second Empire, il propose des modèles ici de ferme avec un petit château au centre, ou ici une poulinerie, donc là on est plus déjà dans l'élevage vraiment un peu industriel des chevaux. Et même un poulailler roulant, alors un poulailler roulant, qui permettait, comme vous le savez, donc d'amener les poules après que la moisson ait été faite pour qu'elles picorent le grain qui était tombé entre les blés. C'est quelque chose qui était très utilisé dans la Beauce, par exemple, et ça s'accompagne également d'un logement roulant pour celui qui accompagne ses poules. Vous voyez ici la photo d'un poulailler roulant. Et ici, donc le logement roulant du berger, en pyjama avec son bonnet de nuit, et même la niche roulante du chien. Alors, je terminerai avec, pour conclure, au fond, l'ouvrage de Arnoux, puisqu'il est publié en 1913, c'est-à-dire il y a 100 ans, et que mon intervention est censée se limiter à 1914, donc ça tombe bien. Dans son traité des constructions rurales, Arnoux utilise maintenant la photographie, donc les choses ont progressé, mais au fond, on voit que l'architecture rurale demeure entre une architecture rurale à ambition culturelle qui répond, pourquoi appeler ça des fantasmes, aux ambitions des propriétaires ruraux d'être un peu des mécènes à l'échelle de leur domaine, d'être un peu des Laurent de Médicis à l'échelle de leur propriété agricole. Donc vous voyez ici dans une page consacrée aux poulaillers d'amateurs, donc il faut prendre ici amateur, je pense, au sens noble, c'est-à-dire ceux qui sont des amateurs de poulailler et pas ceux qui font le poulailler en amateur. Vous voyez ici un poulailler de fantaisie avec devant donc un paysan, un poulailler de fantaisie en béton de mâche-fer qui renvoie au fond à cette tradition des fabriques de parcs, à l'architecture rurale conçue comme à la fois une forme de distraction mais aussi une rêverie pour les urbains. Et puis, en parallèle, le clapier de ferme ordinaire. Donc j'avais commencé par un clapier, et celui-ci n'est pas mal non plus dans sa rigueur rationaliste, et celui-ci est ordinaire. Et donc, pour illustrer au fond le sous-titre de cette conférence, entre ambition culturelle et contingence pratique, on peut choisir au fond ces deux images. Cette idée que l'architecture rurale, dans un pays profondément rural comme la France, dont la culture est profondément rurale, reste quelque chose qui fait rêver, dans lequel on a des ambitions importantes. Ça peut être l'architecture à l'italienne quand on est révolutionnaire ou napoléonien, ça peut être une architecture de bergères et de bergers ou une architecture néo-normande ultérieurement, et puis le rationalisme qui lui répond à travers la volonté de productivisme économique. Et cette opposition, il me semble très importante parce que je crois qu'elle continue de structurer très largement notre relation au monde agricole, à l'imaginaire rural, et je ne suis pas sûr que cette forme de dualité comme ça soit absolument absente des réflexions d'aujourd'hui sur le paysan urbain, sur une architecture urbaine en relation avec le vert, avec l'agriculture, etc., telle que les architectes contemporains la développent et telle qu'un certain nombre de personnes en liaison avec l'écologie urbaine, etc., tentent de la développer. Voilà, je vous remercie.